C'est vendredi, c'est le podcast AWS en français. On parle de Green Ops, comment être plus vert, comment économiser sur ses émissions de carbone, et on en parle avec le groupe Accor. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Nous sommes avec vous tous les vendredis matins. Un nouvel épisode que vous pouvez télécharger automatiquement si vous vous abonnez dans vos applications de podcast préférées, Apple, Amazon, Deezer, Spotify. On est sur YouTube également avec l'audio et puis certainement des tas d'autres applications de podcast également. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait 6 ans que je le dis, mais ça fait 6 ans que c'est vrai. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci pour votre confiance. Aujourd'hui, j'ai un invité au bout du monde. Enfin, c'est une question de point de vue parce que pour toi, c'est moi qui suis au bout du monde de l'autre côté. En Thaïlande, à Bangkok, Kevin Talbiers, tu es ingénieur FinOps dans le groupe Accor. On va parler de la quête à la réduction de carbone, en tout cas fait au niveau de l'IT par le groupe Accor. Comment vous avez fait? Est-ce que ça vous a apporté? Comment vous l'avez mesuré? On va parler beaucoup de Graviton, les processeurs AWS ARM dans cet épisode. Mais peut-être avant de parler de tout ça, Kelvin, pour tous ceux qui ne connaissent pas nécessairement cet énorme groupe hôtelier qu'est le groupe Accor, en quelques chiffres, en quelques mots, c'est quoi le groupe Accor ? Alors bonjour Sébastien, et tout d'abord merci de m'inviter dans ton podcast, et bonjour à toutes les auditeurs et auditrices qui pourraient nous écouter aujourd'hui. Alors le groupe Accor, tout simplement, c'est un des leaders mondial de l'hospitalité. C'est une cinquantaine de marques hôtelières, mais pas que, à travers le monde. Donc on est présent dans 110 pays. On a un réseau de presque maintenant 6000 hôtels, 840 000 chambres. C'est un groupe en fait constitué de 330 000 membres. Oui, c'est relativement énorme. Il y a plein de marques extrêmement connues. Si vous allez chez Ibis, chez Novotel, c'est le groupe Accor. Si vous avez un peu plus de chance, vous allez au Sofitel, c'est le groupe Accor également. Exactement. Effectivement, on est effectivement présent finalement entre tout ce qui est luxury, grand luxe, on va dire, premium, mid-scale et économie. Et effectivement, on a des branches aussi régionales, par exemple Grand Mercure, Arteri, Mantis, etc. Le groupe, voilà, peut-être pour les Français qui nous écoutent, oui, le groupe est peut-être connu pour ses marques comme Novotel, Mercure, effectivement, Pullman. Et on va retrouver dans le grand luxe, comme tu l'évoquais Sébastien, Sofitel, Orient Express par exemple, Fairmont ou Raffles. Oui, il y a beaucoup de marques qui sont connues en France, et il y en a beaucoup qui sont moins connues en France, qui sont plus présents à l'international. C'est un groupe international, tu es à Bangkok pour cette conversation. Merci de nous rejoindre de là-bas. On a 6 heures de décalage horaire et probablement 20 degrés de différence également entre les deux. Alors, tu fais partie du groupe FinOps. On parle beaucoup FinOps dans le podcast AWS en français. Cet ensemble de pratiques qui consiste à monitorer et pouvoir réduire les coûts d'infrastructure cloud. Mais vous avez pris au sein du groupe FinOps, vous avez engagé un autre combat qui est plutôt côté GreenOps. C'était quoi le constat initial? Pourquoi vous êtes engagé sur cette voie-là également? Alors c'est très simple en fait. Le constat était de dire que sur la partie GreenOps, on n'avait pas forcément de stratégie. Et quand je parle de GreenOps, effectivement, c'est que sur la partie IT, évidemment, le groupe Accor a des engagements et des piliers stratégiques sur la partie sustainability, mais sur la partie IT, on n'avait pas trop d'objectifs définis, en tout cas sur 2023 et début 2024. J'ai commencé à m'intéresser aux architectures ARM et Graviton que proposait AWS donc dès 2024, et en voyant un petit peu les vidéos qu'on peut retrouver sur le re-event par exemple en 2023 ou 2022, j'ai vu que ça pouvait nous aider clairement sur la partie FinOps pour faire des économies. J'ai constaté aussi à travers
les dashboards que AWS propose, notamment le KPI dashboard, qu'on avait déjà des empreintes Graviton sur certains services. Et comprenant vite qu'en fait on pouvait aussi faire des économies, et c'est par là en fait qu'on a été amené à lancer notre plan GreenOps sur 2025. Je me suis dit tiens, allons-y, pourquoi pas, essayons de mettre en place une stratégie, des KPI bien spécifiques sur nos migrations vers Graviton, et allons-y, engageons-nous. Donc effectivement, ce qu'on voit par rapport à ce que nous remonte AWS, c'est une diminution de l'empreinte carbone qui va jusqu'à 60%, et une diminution des coûts qui est autour de 20%. Nous, on a voulu le constater sur le terrain. En vrai, finalement. Et on s'est vite aperçu dans nos premières migrations que c'était assez souvent le cas. Et c'est là où ça nous intéresse sur la partie FinOps. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas mettre en place un plan complet GreenOps, accord GreenOps, et se dire, voilà, sur 2025, allons-y, essayons de migrer le maximum de nos services managés sur Graviton. Alors, on va rentrer dans les détails de comment vous avez fait et surtout comment vous avez mis en place l'observabilité pour mesurer l'efficacité de vos décisions. Mais j'aime bien que tu partes de l'aspect FinOps, parce que c'est vrai que dans GreenOps, en tout cas avec Graviton, on parle d'amélioration de ratio coût-performance, donc même performance pour moins cher ou mieux au même prix. Et donc, il y a un aspect coût également. Moi, je dis souvent quand je suis dans des conférences, c'est bon pour la planète, mais c'est bon pour votre portefeuille aussi. Ici, venant du groupe FinOps, le portefeuille était une bonne motivation pour commencer, pour accélérer vos efforts FinOps tout en faisant quelque chose de bien pour la planète. Tu as dit un truc en préparant cet épisode quand on a parlé la fois passée, que l'impact carbone de l'IT, d'accord, est relativement faible par rapport à l'ensemble du groupe, et que c'est évidemment pas là que vous alliez jouer la balance carbone du groupe au total, mais chaque division, chaque organisation au sein du groupe Accor doit participer. C'était la manière d'IT de participer à l'effort global. Comment est-ce que vous avez approché cette migration? Parce que en FinOps, souvent, mes invités me disent on met en place des dashboards, on conscientise les équipes des coûts qu'ils engendrent par leur choix d'architecture, leur choix technique, et on les incite à réduire ces coûts avec toute une série de techniques. Ici, je suppose que vous aviez déjà ces dashboards en place, et donc quel a été le delta pour pousser les équipes à migrer sur Graviton? Parce que souvent, ça a zéro impact pour les équipes. C'est du travail, parce qu'il faut tout retester, mais ils ne voient pas nécessairement la différence, ou peut-être un peu d'amélioration de performance. Alors ici, voilà, il faut bien être conscient qu'effectivement il y avait, en termes d'observabilité, déjà mis en place ce KPI tracker, ce dashboard de pilotage de KPI qu'on peut installer sous QuickSight en l'occurrence. Puis par la suite, AWS a proposé le Graviton Savings Dashboard, donc pour suivre les économies qu'on pouvait faire avec Graviton, et c'est avec aussi l'aide de ce dashboard, comme tu dis, qu'on peut conscientiser entre guillemets les équipes pour migrer. Effectivement, quand on va voir unitairement les équipes point à point et qu'on leur dit migrer sur Graviton, pourquoi c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité. Et puis surtout, quand on va voir même dans les dashboards, peut-être c'est des économies de $15 par mois, $20 par mois. Pourquoi tous ces efforts? Là où c'est intéressant, c'est de remettre les choses en perspective. C'est sûr que pour une équipe qui a quelques bases de données, quelques Elasticache, les économies pour ces équipes en question vont être faibles, mais à l'échelle du groupe, sur des centaines de bases de données, des centaines de caches, des centaines de lambda, les économies sont bien présentes. D'une part, c'est ce que tu évoquais, c'est-à-dire driver le GreenOps par le FinOps finalement,
Et c'est ce qui a permis d'embarquer les équipes dans cette migration. D'autre part, alors on n'a pas, en termes d'initiative FinOps, on n'a pas que les migrations vers Graviton, donc il y a aussi, je dirais, toute une gouvernance qui a été installée au sein d'Accor pour mettre en place le FinOps et la culture FinOps. Donc c'est aussi un travail de confiance avec les équipes. Avec le travail que je dirais qu'on a fait ensemble, on a pu démontrer des résultats qui sont concrets sur le terrain avec des économies concrètes. Donc effectivement, au début, en installant, je dirais, cette culture, on peut avoir, comme tu l'évoquais, certaines, je dirais, réticences, questions sur ces sujets-là. Et puis par la suite, je veux dire, ça vient naturellement, les équipes ont pris confiance, ont pris conscience des objectifs sur le FinOps, et parallèlement, c'est assez similaire sur le GreenOps. Au départ, on ne parlait pas forcément d'ailleurs de GreenOps, hein, on restait dans le FinOps, nos migrations Graviton, et on a étendu, je dirais, nos objectifs à d'autres objectifs d'ailleurs qui sont autres que Graviton, simplement passer sur des instances de nouvelle génération par exemple, arrêter nos machines en dehors des heures de travail, et toutes ces initiatives, il n'y a pas que celle-là, mais toutes ces initiatives, on s'est finalement dit mais tout ça en fait c'est du GreenOps. Alors ça paraît peut-être très simple pour certains de nos éditeurs ou auditrices, mais jusqu'ici c'était plus ou moins mis en place dans certaines équipes, ça n'était pas mis en place à l'échelle et ça n'était pas forcément suivi de manière très précise. Ce qui est différent aujourd'hui, en 2025, c'est quelque chose qui est ancré dans nos objectifs et qu'on va suivre très précisément. Vous utilisez les coûts comme proxy de réduction des émissions carbone également. C'est un des trucs sur lesquels on n'est pas très bon chez AWS, c'est donner des valeurs, des dashboards d'émissions carbone. Est-ce que vous avez trouvé d'autres moyens d'évaluer la partie GreenOps sans nécessairement FinOps ? Alors, on a travaillé aussi, en parallèle, je travaille aussi avec notre Technical Account Manager pour essayer déjà d'avoir des évaluations sur l'existant. Donc ça, c'est quelque chose que toute entreprise qui, je dirais, et tu me coupes Sébastien si je me trompe, mais en tout cas toute entreprise qui a, je dirais, le support entreprise peut essayer avec AWS de faire évaluer la diminution de son empreinte carbone, par exemple, sur ses EC2. Ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire hein, déjà pour se donner des premiers chiffres. Ensuite, à disposition, on a quand même aussi, en termes de dashboard, le Sustainability Proxy Metrics qu'on retrouve dans la boîte à outils des dashboards Cloud Intelligence, qui effectivement n'aura pas les émissions par service, les émissions très spécifiques par compte, mais c'est intéressant de se focaliser sur ces métriques proxy, c'est le terme proxy que tu emploies ici, c'est-à-dire c'est du bon sens finalement, c'est-à-dire on peut avoir des actions concrètes sur le compute, sur le stockage, sur la partie réseau et transfert de données par exemple, pour par la suite, quand on aura, nous en tout cas chez Accor, ou peut-être vous chez AWS, des outils de mesure très précis, je pense qu'on sera assez confiant pour dire qu'en agissant sur ces métriques proxy, on pourra diminuer notre empreinte carbone. Je me posais une question en t'écoutant, qui est une question un peu à côté. Comment est-ce qu'on mesure des réductions, que ce soit de coûts ou d'émissions carbone, dans un groupe aussi grand qu'Accor, qui est en expansion? Parce que enfin, vous ne mesurez pas de mois en mois un périmètre constant. Le périmètre augmente aussi, oui. Il y a des nouvelles applications. Oui, non, effectivement. Alors,
Nous, de notre côté, quand on lance une initiative en tout cas de réduction de coûts, hein, et là je parlerai que pour la partie réduction de coûts, on sait exactement sur quel périmètre on lance et on peut facilement mesurer cela dans le Cost Explorer AWS avec des filtres très précis pour voir à peu près comment ça augmente ou diminue. Et là, en l'occurrence, pour ce qui concerne des réductions de coûts, on peut voir facilement comment ça diminue. Voilà. Ça n'empêche pas que notre périmètre tout autour est en croissance, mais on sait isoler de manière très fine et mesurer avec un curseur très fin là où ça diminue. Quand mes invités dans le podcast parlent de migration sur Graviton, typiquement, il y a deux parties. Il y a une partie où on migre les services managés, comme les bases de données, les caches, etc. Et puis, il y a une partie peut-être un peu plus délicate où on doit migrer le code vraiment, qui tourne sur des instances EC2 ou dans des containers. Est-ce que vous avez pris la même approche dans le groupe Accor, de dire, allez, d'abord, occupez-vous des bases de données, des caches, etc. Parce qu'en général, c'est un no-brainer, on stoppe, on redémarre et ça continue. Tandis que là où il y a du code, il faut quand même faire un tout petit peu plus attention au testing. Alors, c'est exactement ça, Sébastien. C'est-à-dire que, comme tu le mentionnes, tous les services managés, en tout cas, en ce qui nous concerne, on peut les migrer facilement, on les arrête et on les relance. Et plus on se rapproche, je dirais, de l'infrastructure as a service en IaaS, et plus ça va devenir évidemment complexe. Donc tout ce qui est lambda, base de données, cache, c'est assez simple. Pour ce qui est par exemple de ECS sur Fargate, par exemple, là il peut y avoir des petites difficultés. Donc, on évoquait dans notre précédente discussion les difficultés qu'on avait eues avec des modules d'Inatras, par exemple. Ce sont des agents de monitoring, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Mais on a quand même pu résoudre ces difficultés et malgré tout faire en sorte que ces migrations se passent, je dirais, sans impact finalement pour le client, parce qu'au final, c'est les applications que le client utilise tous les jours. Alors peut-être qu'il ne se rend pas compte effectivement qu'en allant faire une réservation, il fait ses réservations avec des applications ou des modules d'applications qui sont en l'occurrence maintenant sur Graviton. Mais c'est bien le cas. Et l'impact client, évidemment, on veut qu'il soit minimum et voire nul. Et dans ce cas-là, il l'a été. Ah oui, ce sont des applications critiques. La prise de réservation sur le site du groupe Accor, c'est un truc qui tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est un peu comme Amazon.com qu'on connaît bien de notre côté. On ne voit jamais la page. Désolé, on est en maintenance pour le moment. Revenez dans 1 heure, s'il vous plaît. Donc quand je disais c'est simplement arrêter une base de données et redémarrer, c'est pas nécessairement aussi simple que ça. Ça demande un peu de planification et de préparation et d'exercice. Oui, exactement. Non, ça peut pas se faire comme ça. C'est des opérations qui sont faites dans des créneaux de maintenance bien planifiés, avec je dirais le bon niveau de savoir pour faire ce type d'opération, malgré la simplicité, je dirais, qu'on peut évoquer là ensemble sur ce podcast. Il faut être humble. Il y a quand même du travail. Il faut aussi prendre le temps je pense ici de remercier toutes les équipes côté Accor qui ont participé à ces migrations, quel que soit, je dirais, leur département. En tout cas, tout ça participe à améliorer la durabilité de nos applications au sein d'Accor. Il y a des groupes qui ont fait de la résistance, je dirais des organisations qui avaient des bons motifs business, techniques, légitimes, qui ont été un peu plus difficiles à migrer que d'autres. Alors, assez étonnamment, Sébastien, je dirais pas forcément. Non, c'était plutôt fluide. Je pense que tout le monde a vu les enjeux, joué le jeu. Alors effectivement, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui 100% de nos services managés sont sur Graviton. On continue les migrations, mais en tout cas aujourd'hui on a de bons résultats.
on a une bonne empreinte sur Graviton. Par exemple, sur RDS, on est à peu près à plus de 80% des bases de données RDS sur Graviton. Le reste, ça va être soit des bases qui restent à migrer, donc ça c'est prévu, ou soit des bases qui ne sont pas compatibles Graviton, tout simplement parce que ce sont des workloads qui proviennent de migrations on-premise, pour lesquelles pour l'instant on ne peut pas faire la migration. Sur Elastica, je pense qu'on a 90% de nos caches qui sont sur Graviton. Si on prend sur OpenSearch, on est à 100%. Et Lambda, on est à plus de 80%. Et enfin, sur EC2, je pense qu'on est aujourd'hui à entre 15 et 20%. Pas EC2. Sur ECS. Sur ECS, on est à entre 15 et 20% de migration sur ECS. Alors là, justement, c'est peut-être là où c'est le plus compliqué. Enfin, ça dépend des langages de programmation que vous utilisez, évidemment. Si c'est de l'interpréter, Python, Java, ça va relativement facilement. Si c'est du compilé, Go, Rust, c'est un poil pas plus difficile, mais il faut au minimum recompiler, donc vérifier que le nouveau binaire fonctionne. Mais pas que, tu as mentionné des dépendances aussi. C'est tous les outils de management, de monitoring que vous allez installer, peut-être les librairies embarquées par vos applications qui doivent, elles, aussi être sur ARM, ou en tout cas compatible à ARM. Et donc, c'est pas que votre responsabilité. Il faut embarquer tout un écosystème de fournisseurs, de projets open source et d'autres. Même si l'état des lieux, maintenant, en 2025, on est plutôt bien migré. Enfin, presque l'essentiel des librairies ou des agents sont disponibles sur ARM. Mais tu as mentionné, on peut toujours en trouver un pour lequel il faut attendre un peu que l'éditeur fasse une mise à jour. C'est ça qui vous ralentit principalement ? Alors je dirais que sur ces éléments-là, pas toutes les applications avaient ce petit problème à régler. Mais je dirais que dans la majorité des cas, tout s'est relativement bien passé. J'ai pas eu de retour, en tout cas, qui m'indiquait écoute Kevin, là on est bloqué, on va arrêter la migration, c'est pas possible, on fait un retour arrière, un rollback, on n'y arrive pas, on a tel ou tel problème. Non, ça n'a pas été le cas. Alors je dis pas que les équipes n'ont pas rencontré de difficultés ou que ça s'est fait simplement. Encore une fois, on s'est pas amusé à simplement changer l'engine en production directement. Il y a eu des phases de test, évidemment, en développement, en OAT, mais globalement ça s'est plutôt bien passé. Donc moi le retour que j'ai, en tout cas, je pense qu'il est plutôt positif. Si je prends simplement et peut-être un peu égoïstement, je dirais si je prends un peu égoïstement la partie FinOps, les économies sont là. Les économies sont plus importantes, je pense, que les efforts qui ont été mis en place pour faire ces économies. Donc le ROI est bon. Donc c'est plutôt un succès. On va venir aux résultats dans une seconde. Si vous voulez en apprendre plus sur le portage Graviton, j'avais enregistré un épisode avec un de nos architectes de solutions spécialistes sur Graviton, Arthur Petitpierre. C'est l'épisode 267 du 13 décembre 2024, l'année dernière. Je vous mets les liens dans les notes de cet épisode pour que vous puissiez l'écouter. Évidemment, de par sa position, Arthur, lui, il voit que les cas graves, les cas super complexes où ça marche pas. Donc, il a plein d'anecdotes des tranchées du terrain sur des migrations Graviton compliquées. Ici, ce qui faisait la complexité, si je dois résumer, c'est la taille, c'est l'échelle, c'est le nombre de groupes, les systèmes critiques 24/24. Il n'y a pas vraiment de difficulté technique, c'est la gestion de projet et de l'organisation pour passer à l'échelle. Exactement, c'est plus la mise à l'échelle, c'est plus la mise à l'échelle du FinOps, qui a été vraiment un des piliers, une des fondations pour réussir ce projet. Parce qu'effectivement,
avec le nombre de systèmes, avec le nombre de départements, de tribes, d'application managers, de tech leaders à contacter, à convaincre, etc. C'est des migrations qui peuvent pas se faire sans relais, ce qu'on appelle chez nous des champions FinOps. Et pareil, je souhaiterais aussi prendre un peu de temps pour les remercier. Parce qu'effectivement, sans eux, qui sont sur le terrain, au plus près des applications, on ne peut pas réussir ce type de migration simplement en venant, je dirais, avec son bâton de pèlerin et en allant chercher les équipes, en essayant de les convaincre, etc. Il faut aller convaincre aussi les preneurs de décision, les product owners, les preneurs de décision, le top management, pour, je dirais, les rassurer et leur expliquer le bienfait de ces migrations. Et vous ne devez pas être les seuls à faire ça, parce que Peter DeSantis, le VP infrastructure d'AWS, dans sa keynote à reInvent en décembre 2024, a annoncé qu'en 2024, pour la première fois, on rentrait plus de processeurs Graviton dans un data center d'AWS dans le monde que d'autres processeurs, donc les processeurs x64, donc les nouvelles machines. Il y a plus de Graviton qui rentrent que tous les autres. Donc la balance est en train de s'inverser dans nos data centers également. Oui, effectivement, ça c'est une statistique intéressante que j'avais vue récemment et qui nous montre qu'en fait qu'on est dans la bonne démarche. Finalement, on est dans le bon sens de l'histoire. Voilà, moi, si je peux donner un conseil modeste, je dirais aux auditeurs et aux auditrices, c'est de franchir le pas, essayer, faire des tests. Voir par vous-même, voir par vous-même les économies que vous pouvez réaliser, prendre les deux aspects évidemment, c'est-à-dire pas seulement les économies mais la partie sustainability, et quand vous aurez ou AWS aura des outils très fins qui permettront de voir l'empreinte carbone et les diminutions d'empreinte carbone, je pense que vous pouvez vous rendre compte des résultats. Quels sont les résultats, justement, obtenus grâce à la mesure, hein. Je répète, la première étape dans ce genre de démarche, c'est d'abord mesurer ce qu'on veut changer, ensuite faire le changement, ensuite mesurer le résultat. Chez Amazon, on aime bien des chiffres. Est-ce que tu peux te risquer à donner quelques chiffres? D'abord, quand est-ce que vous avez commencé vraiment les premières migrations? Où est-ce que vous estimez la complétion, où on en est dans le projet? On est à 60%, 80%, plus? Alors effectivement, Sébastien, les chiffres qu'on a sont plutôt intéressants. Au départ, via le KPI Tracker, on voit qu'on avait déjà début 2024 une bonne empreinte Graviton sur RDS, mais c'est vrai que c'était à peu près tout ce qu'on avait. Je pense qu'on était aux alentours des 50-60% d'empreinte Graviton, et c'est à partir de cette date qu'on a commencé à engager l'immigration, en tout cas plutôt sur fin S1, on va dire, et commencer à embarquer finalement tous les services qu'on connaissait, en tout cas, éligibles à Graviton, sur Graviton. Comme je le mentionnais un petit peu précédemment, aujourd'hui on est à plus de 80% de nos bases de données RDS sur Graviton, plus de 80% de nos coûts lambda sur Graviton, plus de 90% de nos coûts Elasticsearch sur Graviton, 100% de nos OpenSearch sur Graviton. Et alors effectivement, c'est une statistique qu'on dérive un peu du Cost Explorer, parce qu'on l'a pas forcément dans le KPI Tracker, mais 15 à 20% de nos coûts ECS correspondent à des coûts Graviton. Au vu de ton expérience maintenant, quels sont les conseils que tu donnerais à nos auditrices, auditeurs qui veulent se lancer dans ce genre d'opération à grande échelle? C'est surtout cette expérience d'échelle qui est assez unique de ton côté. Alors, la première chose, je pense, c'est pouvoir mesurer et observer. Donc, je l'ai évoqué beaucoup dans ce podcast. Ça va être d'installer et de se lancer dans l'installation des Cloud Intelligence Dashboard. Notamment le KPI Tracker, super intéressant,
notamment le Graviton Savings Dashboard. Donc là, c'est assez immédiat. Vous voyez en temps réel quasiment toutes les bases de données, les caches, les EC2, leur compatibilité ou non vers Graviton, en tout cas la difficulté que ça pourrait avoir de migrer sur Graviton. Et vous voyez les économies directes qui peuvent être faites. Ça, c'est je dirais, c'est la base. Ensuite, évidemment, suivant la taille du groupe, c'est pas quelque chose qui peut se lancer tout seul. C'est pas possible. Il faut avoir de l'aide. Il faut commencer à mettre en place une gouvernance autour du FinOps, à avoir des relais dans chaque département, dans chaque tribu, peu importe la façon dont on est organisé, pour s'appuyer sur ces sachants-là, pour vous aider dans ces migrations, vous aider à vous adresser aux bonnes personnes. Ensuite, je pense que la chose importante, c'est aussi d'avoir la confiance des équipes, d'avoir je dirais le bon niveau de langage pour s'adresser à ces équipes, la bonne connaissance et la bonne prise en compte aussi du temps qui peut être affecté à ces équipes pour travailler à ces sujets. Je m'explique, ces équipes en question, vos équipes finalement, elles ont aussi d'autres sujets sur lesquels travailler, évidemment, des sujets qui sont plus souvent proches. Ils sont alignés au métier. Oui. Ils sont alignés au métier, effectivement. Et donc, ça sera ça leur priorité. Donc, vous, votre objectif, ça sera de trouver un peu de leur temps libre, sachant qu'elles n'en ont pas souvent, pour proposer ce type de migration. C'est tout ça mis ensemble, et un peu de patience, et beaucoup de travail aussi du côté de vos équipes, qui permettra de faire et de réussir ces migrations. Est-ce que tu penses que le GreenOps à grande échelle vient toujours du FinOps ? Alors, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, des résultats du State of FinOps 2025, ça a l'air d'être pour l'instant plus souvent le cas. C'est-à-dire, on va aller, comme tu le disais, chercher à déterminer un ROI pour ces migrations, en tout cas pour notre part, et effectuer ces migrations si on a le bon ROI. Et puis ensuite mesurer potentiellement les effets que ça pourrait avoir sur les émissions carbone. Il y a un blog post également, si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, bien qu'on ait été dans pas mal de détails dans cette conversation, que tu as co-écrit avec votre TAM, justement. On lui fait un petit coucou, Maria Poliak, qui a co-écrit ce blog avec toi, qui était publié sur le blog en français d'AWS, et je mets évidemment les liens dans les notes de ce podcast. Donc je retiens dashboard, mesure, visibilité, alignement de l'organisation, top-down avec un mandat, et puis la confiance des équipes pour réaliser à bien ce genre de migration à très grande échelle. Le groupe Accor qui fait une migration massive dans le cloud vers Graviton. Ils étaient déjà dans le cloud avant, mais qui migrent vers ARM et vers Graviton. Merci Kevin de nous avoir expliqué tout ça avec beaucoup de détails. Kevin Talbiez, tu es ingénieur FinOps au groupe Accor basé en Thaïlande, à Bangkok. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.